Vous avez fait un grand bond en arrière pour nous expliquer et nous donnons aussi des détails scientifiques et des détails historiques. Pourquoi cette démarche aussi pour nous expliquer l'univers aujourd'hui? Nous partons en fait en voyage dans ce livre et nous ne partons pas de n'importe quel lieu parce que nous nous sommes dit il nous faut un repère. La Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel. Tout le monde la connaît, elle est connue dans le monde entier. Et nous décidons donc de situer le départ de notre voyage quelque part sur la place du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, et de faire un voyage en arrière. D'abord très très modeste, puisque nous commençons notre voyage par un petit saut de 1 an seulement en arrière. Et puis, et là nous constatons que rien n'a changé. Parce qu'un an en arrière, c'est très peu. Et en effet, alors qu'en effet, dans les interstices, il y aura eu des changements. Mais ils ne sont pas visibles à notre échelle. Et donc, du coup, on se dit, bon, rien n'a changé. Maintenant, pour mesurer réellement le changement, mais il faudra faire un bond plus important. Donc, on repart 1 an en arrière. Là, on se rend compte qu'un certain nombre de choses ont changé. Parce qu'on emporte avec nous un téléphone. Et on se rend compte que certaines fonctions qui étaient appliquées donc, au moment de notre départ en 2009 ne sont plus valides 1 an plus tôt. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons un iPhone avec nous, que tout le monde connaît. Et bien, sur l'iPhone, on se rend compte que certaines fonctions ne sont plus valides. Par exemple, la messagerie visuelle ne fonctionne plus. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ne marchent plus. Et ainsi de suite, on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'on remonte vers le passé, l'univers perd de sa complexité. 20 ans plus tôt, il n'y a même plus d'accès au réseau. C'est-à-dire que les téléphones portables n'existent plus, ou pas encore. 30 ans plus tôt, il n'y a pas d'Internet. Et ainsi de suite, on se rend compte que l'univers s'appauvrit, s'appauvrit entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il perd en information. Est-ce que vous ne faites pas la même démarche qui fait les satellites Planck aujourd'hui? Planck a une mission qui est fascinante. C'est la première fois. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on aura la possibilité de remonter en quelque sorte jusqu'au Big Bang. Bon, bien sûr, on sait que la lumière, devient possible 380 000 ans après le Big Bang. C'est ce qu'on appelle la surface de dernière diffusion. Ça, on le sait. Mais à partir de l'observation de cette surface de dernière diffusion, qui est donc très très proche du Big Bang lui-même, puisqu'elle se produit à peine moins de 400 000 ans après le début. Eh bien, à partir de là, eh bien, on pourra, entre guillemets, remonter quand même. Et c'est ce que va faire Planck, parce qu'il aura cette image, cette empreinte, qui permettra de déduire exactement les caractéristiques de l'univers lorsqu'il est apparu, c'est-à-dire au moment du Big Bang. C'est ça qui est formidable. Et là beaucoup de choses vont se faire et changer dans l'univers de la physique théorique, dans l'univers de la cosmologie, parce qu'on aura une image très très précise de l'univers au moment de sa naissance. Et en même temps, à quoi nous servent les mathématiques aussi pour comprendre cette origine du temps? Mais les mathématiques, selon moi, selon nous, Joschka et moi, c'est plus que des outils qui permettent entre guillemets, d'écrire la réalité ou de la modéliser. Pour nous, c'est une essence même de la réalité. Pour nous, la réalité est d'essence mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, sous la réalité que nous pouvons voir, par exemple cette table, ce livre, vous, moi, l'univers tout entier, en dessous de tous ces objets qui ont une certaine apparence, qui sont saisissables par les sens, eh bien, il y a une autre réalité qui est une réalité non physique, qui est en fait d'essence mathématique. Nous pensons que en dessous de tous les phénomènes que nous pouvons observer, il y a des lois qui sont des lois physiques d'abord, mais d'essence mathématique ensuite. C'est la même chose pour l'univers tout entier. Son origine, il la trouve dans un système de code, justement un codage, qui est un codage de lois physiques, mais qui s'exprime à travers des lois d'essence mathématique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, en fait, nous pensons profondément que si rien n'est laissé au hasard dans l'univers, si rien ne nous apparaît comme profondément chaotique, sauf si on ne considère pas les variables cachées, si on peut dire, sur lesquelles reposent les phénomènes qu'on ne comprend pas, eh bien, à ce moment-là, on est confronté à son niveau le plus profond à quelque chose de très mystérieux, de très énigmatique, qui nous échappe, bien entendu, mais qui est l'étoffe profonde du réel, le fond rocheux en quelque sorte. Et ce fond-là,
d'abord, elle n'est pas physique, et ensuite, encore une fois, je le répète, est d'essence mathématique.